Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie, qui est à la base de la démoralisation actuelle, et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller, dans l'unique souci de manger tout de suite, notre simple force d'avoir faim. Si le signe de l'époque est la confusion, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation. Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qui manquent. Leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française. Mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ? Je ne dirais pas que les systèmes philosophiques soient choses à appliquer directement et tout de suite, mais de deux choses l'une. Ou ces systèmes sont en nous et nous en sommes imprégnés au point d'en vivre, et alors qu'importent les livres, ou nous n'en sommes pas imprégnés, et alors ils ne méritaient pas de nous faire vivre, et de toute façon qu'importe leur disparition. Il faut insister sur cette idée de la culture en action, et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second, et la civilisation, c'est de la culture qu'on applique et qui régit jusqu'à nos actions les plus subtiles, l'esprit présent dans les choses. Et c'est artificiellement qu'on sépare la civilisation de la culture, et qu'il y a deux mots pour signifier une seule et identique action. On juge un civilisé à la façon dont il se comporte, et il pense comme il se comporte. Mais déjà, sur le mot de civilisé, il y a une confusion. Pour tout le monde, un civilisé cultivé est un homme renseigné sur des systèmes et qui pense en système, en forme, en signe, en représentation. C'est un monstre chez qui s'est développée jusqu'à l'absurde cette faculté que nous avons de tirer des pensées de nos actes au lieu d'identifier nos actes à nos pensées. Si notre vie manque de soufre, c'est-à-dire d'une constante magie, c'est qu'il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considération sur les formes rêvées de nos actes, au lieu d'être poussés par eux. Et cette faculté est humaine exclusivement. Je dirais même que c'est cette infection de l'humain qui nous gâte des idées qui auraient dû demeurer divines, car loin de croire le surnaturel, le divin inventé par l'homme, je pense que c'est l'intervention millénaire de l'homme
qui a fini par nous corrompre le divin. Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n'adhère plus à la vie. Et cette pénible scission est cause que les choses se vengent, et la poésie, qui n'est plus en nous, et que nous ne parvenons plus à retrouver dans les choses, ressort tout à coup par le mauvais côté des choses, et jamais on n'aura vu tant de crimes, dont la bizarrerie gratuite ne s'explique que par notre impuissance à posséder la vie. Si le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de prendre vie, une sorte d'atroce poésie s'exprime par des actes bizarres, où les altérations du fait de vivre démontrent que l'intensité de la vie est intacte et qu'il suffirait de la mieux diriger. Mais, si fort que nous réclamions la magie, nous avons peur au fond d'une vie qui se développerait tout entière sous le signe de la vraie magie. C'est ainsi que notre absence enracinée de culture s'étonne de certaines grandioses anomalies et que, par exemple, dans une île sans aucun contact avec la civilisation actuelle, le simple passage d'un navire qui ne contient que des gens bien portants puisse provoquer l'apparition de maladies incongrues dans cette île et qui sont une spécialité de nos pays: zona, influenza, grippe, rhumatisme, sinusite, polynévrite, etc., etc. Et de même, si nous pensons que les nègres sentent mauvais, nous ignorons que pour tout ce qui n'est pas l'Europe, c'est nous, blancs, qui sentons mauvais. Et je dirais même que nous sentons une odeur blanche, blanche comme on peut parler d'un mâle blanc. Comme le fer rougi à blanc, on peut dire que tout ce qui est excessif est blanc. Et pour un Asiatique, la couleur blanche est devenue l'insigne de la plus extrême décomposition. Ceci dit, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de culture en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon, ce qui donne une idolâtrie de la culture, comme les religions idolâtres mettent des dieux dans leur panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. On peut brûler la bibliothèque d'Alexandrie. Au-dessus et en dehors des papyrus, il y a des forces. On nous enlèvera pour quelque temps la faculté de retrouver ces forces. On ne supprimera pas leur énergie. Et il est bon que de trop grandes facilités disparaissent et que des formes tombent en oubli. Et la culture sans espace ni temps, et que détient notre capacité nerveuse, reparaîtra avec une énergie accrue. Et il est juste que de temps en temps des cataclysmes se produisent qui nous incitent à en revenir à la nature, c'est-à-dire à retrouver la vie. Le vieux totémisme des bêtes, des pierres, des objets chargés de foudre, des costumes bestialement imprégnés, tout ce qui sert en un mot à capter, à diriger et à dériver des forces est pour nous une chose morte, dont nous ne savons plus tirer qu'un profit artistique et statique, un profit de jouisseur et non un profit d'acteur.
Or, le totémisme est acteur, car il bouge, et il est fait pour des acteurs. Et toute la vraie culture s'appuie sur des moyens barbares et primitifs du totémisme, dont je veux adorer la vie sauvage, c'est-à-dire entièrement spontanée. Ce qui nous a perdu la culture, c'est notre idée occidentale de l'art et le profit que nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller d'accord, contrairement à l'usage qui en est fait universellement. La vraie culture agit par son exaltation et par sa force. Et l'idéal européen de l'art vise à jeter l'esprit dans une attitude séparée de la force et qui assiste à son exaltation. C'est une idée paresseuse, inutile, et qui engendre, à bref délai, la mort. Les tours multiples du serpent Quetzalcoatl, s'ils sont harmonieux, c'est qu'ils expriment l'équilibre et les détours d'une force dormante, et l'intensité des formes n'est là que pour séduire et capter une force qui, en musique, éveille un déchirant clavier. Les dieux qui dorment dans les musées, le dieu du feu, avec sa cassolette qui ressemble au trépied de l'Inquisition, Tlaloc, l'un des multiples dieux des eaux, à la muraille de granit verte, la déesse mère des eaux, la déesse mère des fleurs, l'expression immuable et qui sonne, sous le couvert de plusieurs étages d'eau, de la déesse à la robe de jade verte, l'expression transportée et bienheureuse, le visage crépitant d'arômes, où les atomes du soleil tournent en rond, de la déesse mère des fleurs, cette espèce de servitude obligée d'un monde où la pierre s'anime, parce qu'elle a été frappée comme il faut, le monde des civilisés organiques, je veux dire, dont les organes vitaux aussi sortent de leur repos, ce monde humain entre nous, il participe à la danse des dieux, sans se retourner, ni regarder en arrière, sous peine de devenir, comme nous-mêmes, des statues effritées de sel. Au Mexique, puisqu'il s'agit du Mexique, il n'y a pas d'art, et les choses servent, et le monde est en perpétuelle exaltation. À notre idée inerte et désintéressée de l'art, une culture authentique oppose une idée magique et violemment égoïste, c'est-à-dire intéressée. Car les Mexicains captent le manas, les forces qui dorment en toute forme et qui ne peuvent sortir d'une contemplation des formes pour elles-mêmes, mais qui sortent d'une identification magique avec ces formes. Et les vieux totems sont là pour hâter la communication. Il est dur, quand tout nous pousse à dormir, en regardant avec des yeux attachés et conscients, de nous éveiller et de regarder comme en rêve, avec des yeux qui ne savent plus à quoi ils servent, et dont le regard est retourné vers le dedans. C'est ainsi que l'idée étrange d'une action désintéressée se fait jour, mais qui est action tout de même et plus violente de côtoyer la tentation du repos. Toute vraie effigie a son ombre qui la double, et l'art tombe à partir du moment où le sculpteur qui modèle croit libérer une sorte d'ombre dont l'existence déchirera son repos. Comme toute culture magique, que des hiéroglyphes appropriés des vers, le vrai théâtre a aussi ses ombres, et de tous les langages,
et de tous les arts, il est le seul à avoir encore des ombres qui ont brisé leurs limitations. Et dès l'origine, on peut dire qu'elle ne supportait pas de limitation. Notre idée pétrifiée du théâtre rejoint notre idée pétrifiée d'une culture sans ombre, et où de quelque côté qu'il se retourne, notre esprit ne rencontre plus que le vide, alors que l'espace est plein. Mais le vrai théâtre, parce qu'il bouge et parce qu'il se sert d'instruments vivants, continue à agiter des ombres où n'a cessé de trébucher la vie. L'acteur qui ne refait pas 2 fois le même geste, mais qui fait des gestes, bouge. Et certes, il brutalise des formes, mais derrière ces formes et, par leur destruction, il rejoint ce qui survit aux formes et produit leur continuation. Le théâtre, qui n'est dans rien, mais se sert de tous les langages, gestes, sons, paroles, jeux, cris, se retrouve exactement au point où l'esprit a besoin d'un langage pour produire ses manifestations. Et la fixation du théâtre dans un langage, paroles écrites, musique, lumière, bruit, indique à bref délai sa perte, le choix d'un langage prouvant le goût que l'on a pour les facilités de ce langage, et le dessèchement du langage accompagne sa limitation. Pour le théâtre comme pour la culture, la question reste de nommer et de diriger des ombres. Et le théâtre, qui ne se fixe pas dans le langage et dans les formes, détruit par le fait les fausses ombres, mais prépare la voie à une autre naissance d'ombres, autour desquelles s'agrège le vrai spectacle de la vie. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire le théâtre. Et l'important est de ne pas croire que cet acte doive demeurer sacré, c'est-à-dire réservé. Mais l'important est de croire que n'importe qui ne peut pas le faire et qu'il y faut une préparation. Ceci amène à rejeter les limitations habituelles de l'homme et des pouvoirs de l'homme et à rendre infinies les frontières de ce qu'on appelle la réalité. Il faut croire à un sens de la vie renouvelé par le théâtre et où l'homme impavidement se rend le maître de ce qui n'est pas encore et le fait naître. Et tout ce qui n'est pas né peut encore naître, pourvu que nous ne nous contentions pas de demeurer de simples organes d'enregistrement. Aussi bien, quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu'il ne s'agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes, au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher.